Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue ici à ce rendez-vous du ZCL avec comme invité du jour Aude Benelux et Marie-Béatrice Perriot qui sont déjà présents au studio. On aura aussi Anaïs Vespan et Sophie Bourrel pour les invités de ce jour, de ce numéro de ce ZCL. Un peu avant, Kessia, bonjour, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité de ce week-end et bien sûr d'aujourd'hui? Bonjour Jean, tout de suite voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture de la saison des combats de coq, dite Pitacoq. À cet effet, nous partirons à Capesterre-Belle-Eau où hier a eu lieu le premier combat de la saison. Et nous poursuivrons avec une pointe de gourmandise. Pour ce faire, nous nous rendrons à l'Hôtel de Ville à Paris pour parler de la 3e édition du Salon de la gastronomie, un événement qui devrait avoir lieu prochainement. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une régate. Elle a eu lieu hier à Petit-Bourg. Elle concerne le préservement et le développement de la pratique de la voile traditionnelle afin de valoriser la Saintoise. Mais tout de suite, c'est l'interview. Place à l'interview avec Jean. Oui, avec Aude Benelux qui est Miss Élégance Antilles. On rappelle que vous avez été élue au mois de décembre dernier en Martinique. À cette élection, on rappelle qu'il y avait plusieurs filles qui concouraient, un vote à 50% par SMS et le reste par vote. Alors, racontez-nous comment s'est passée cette élection pour vous. Bonjour, tout d'abord. Et ça a été très compliqué pour moi déjà, puisque effectivement on a eu quand même le cyclone Maria. On était quand même à 7 filles. Pas mal de filles ont désisté durant l'élection, suite justement au passage de Irma et Maria. Moi, j'ai quand même gardé la tête solide, froide et tout. Et puis, fallait que je continue. J'étais partie sur une aventure. Fallait la terminer. Donc, ça a été bien avec Madame Perriot qui m'a justement aidée. D'ailleurs, c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Merci encore. Et puis voilà. On rappelle que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai parce que vous êtes deuxième dauphine de Miss Guadeloupe 2011. Alors, en 2011, vous étiez deuxième dauphine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à cette élection de Miss Élégance Antilles? En fait, je voulais finir, je voulais continuer. J'ai commencé en 2011 avec Miss Guadeloupe. J'ai pas été élue. Ensuite, on m'a choisie pour une autre élection Miss Internationale. Ensuite, j'ai ouvert mon entreprise, donc il fallait que j'arrête tout ce qui est élection. Et je voulais terminer en fait avec les élections de Miss, mais sur une bonne note. Donc du coup, je me suis dit, c'est la dernière élection, c'est l'âge, j'ai 26 ans, c'est la retraite des Miss. Donc justement, je finis cette élection avec l'élection de Miss Élégance Antilles. Donc j'ai eu quand même 80% des votes du public. Et après, il y a eu culture générale, il y a eu pas mal de choses avec le comité de Miss Élégance Antilles. Et puis, ils m'ont choisi pour représenter les Antilles en France. Ils vous ont choisi pour représenter les Antilles. Depuis cette élection, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est le fait de représenter ma commune, surtout, Terre-de-Haut. Représenter la femme antillaise, surtout la représenter en France, c'est quelque chose qu'on rêve de faire, de montrer de quoi on est capable, nous, antillaises. Et puis, je suis quand même une femme d'affaires, une jeune femme d'affaires. Donc, montrer qu'une fille peut être belle, mais elle peut en avoir aussi dans la tête. On peut allier les deux? Oui. Un petit peu difficile, mais ça va. Juste à cette élection que vous allez représenter la Guadeloupe à l'élection du côté de Toulouse, quel va être votre programme? On sera souvent, donc on aura des activités dans la neige. On aura pas mal d'activités sportives. On fera des sorties, je pense les rencontres avec le public aussi. Et ça sera vraiment 12 jours, mais 12 jours vraiment intenses avec les autres candidates, le comité de Miss Élégance France. Et je pense que, pour moi, je pense que ça va bien se passer. Vous êtes soutenue dans cette aventure par votre commune, Terre-de-Haut. Exact. Qu'est-ce que ça représente? Je pense que c'est bénéfique pour vous.
Béatrice Perriot, vous pouvez répondre à cette question. On rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Terre de Haut. On peut dire que c'est une belle vitrine de promotion pour Terre de Haut. Nous sommes très fiers déjà pour Aude, personnellement, pour son aventure personnelle, parce que c'est un gros challenge, effectivement, après, on dira Miss Guadeloupe, de se dire j'y retourne. Donc c'est une belle aventure qu'on est très fiers pour elle, et c'est sûr que pour nous on est effectivement très fiers qu'elle représente Terre de Haut, tout à fait. Et après la Guadeloupe et les Antilles, parce qu'elle est Miss Élégance Antilles, qui va représenter donc la femme antillaise à Miss Élégance France. On peut dire, après le passage de l'ouragan Maria, c'est comment Terre de Haut se reconstruit avant de revenir à Miss Élégance? Mais écoutez, nous avons très rapidement remis les choses en place. Quasiment, on dira début octobre, mi-octobre, Terre de Haut avait vraiment fait un visage propre et net. Tout le monde avait mis du sien, donc la population avait nettoyé les plages devant chez soi. Les services de la collectivité avaient nettoyé effectivement aussi les rues. Le paysage, bien sûr, est très affecté. Jusqu'à maintenant, on en voit encore des séquelles. Mais globalement, non, Terre de Haut est déjà prête. On reçoit nos premiers touristes depuis les vacances de la Toussaint. Et les premiers bateaux également depuis les vacances de la Toussaint. Ça a été difficile de remettre en place au niveau de l'Office du tourisme. Vous avez trouvé une stratégie, vous avez allié? Alors, ce qui a été le plus difficile, et encore jusqu'à maintenant, c'est de faire comprendre aux gens que Terre de Haut, c'est pas Saint-Martin, c'est pas Saint-Barth. Et c'est même pas la Guadeloupe. Enfin, Terre de Haut appartient à la Guadeloupe, bien sûr, mais que nous avons souffert, certes, mais que nous sommes prêts. Parce que franchement, toutes les personnes qui sont venues et qui ont vraiment eu le courage de se dire on vient voir Terre de Haut parce qu'on est solidaires, se sont dit mais heureusement qu'on est venu, parce qu'on se rend compte que l'île est toujours aussi belle et qu'on peut profiter. Les restaurants sont ouverts, les hôtels sont ouverts. Les restaurants sont là, les plages sont propres, donc certes les paysages sont affectés, mais on est effectivement prêt et qu'on peut recevoir nos visiteurs. Tout à fait. Le programme sera mis en place. Aude va représenter la Guadeloupe à Toulouse, entre la ville de Toulouse, Terre de Haut, non? Alors il y a un partenariat qui est fait, on dira de façon officieuse, puisque effectivement le comité Miss Élégance France nous a fourni, on dira, des hôtels partenaires pour que les personnes qui souhaitent venir soutenir Aude puissent bénéficier effectivement de tarifs préférentiels. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'office pour qu'on vous donne effectivement les coordonnées de ces hôtels partenaires. Et puis effectivement aussi, elle en parlera mieux que moi, mais on dira qu'elle est financièrement... c'est un budget de se déplacer effectivement sur une élection. Il y a effectivement un comité Miss Élégance Antilles, mais on dira que tous les frais restent à la charge de la candidate. On va revenir à Aude, qui est âgée de 26 ans. Je rappelle, vous êtes Miss Élégance, vous allez représenter la Guadeloupe à Toulouse. Alors, ça représente un coût. Alors, qu'est-ce qui est pris en charge? Qu'est-ce qui n'est pas pris en charge par l'organisation? Et comment penses-tu mettre en place un véritable plan pour trouver certainement les finances? Donc, justement, on a mis en place un dossier de partenariat avec Madame Perriot. On a sollicité surtout les entreprises de Terre de Haut, puisque ça m'évite en fait de me déplacer. Donc j'ai beaucoup de partenaires sur la commune de Terre de Haut, et justement on en recherche sur la Guadeloupe, sur la Martinique, puisque justement je représente les Antilles, pas que Terre de Haut. Donc on cherche à avoir des partenaires un peu de partout, puisque effectivement j'ai quand même mon billet d'avion à payer. Le comité Miss Élégance France prend en charge tout ce qu'il y a sur place en France. Mais tous mes déplacements, tous mes vêtements chauds, je dois les acheter directement sur la Guadeloupe. Alors vous savez qu'on vous regarde en direct, donc vous avez la France, mais aussi les Antilles qui vous regardent en direct. Si toutefois on veut vous contacter, une adresse mail ou un numéro à nous laisser? Donc oui, vous pouvez me contacter sur mon Facebook pro, donc Aude Bélénus, ou sinon par mail protourisme@lessaintes.fr. Aude, tu as chiffré le coût que ça peut vous représenter. Les collectivités, le conseil départemental, le conseil régional ont été sollicités sur l'opération? Non, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pensé à la région. Je l'ai fait. Ah, vous avez fait? D'accord.
C'est vrai que c'est une élection qui, contrairement à l'élection Miss Guadeloupe, a été un peu passée sous silence. Il y a eu un article effectivement qui est paru dans une presse écrite de la place, France Antilles. Nous avons beaucoup mailé à nos partenaires et non partenaires. On dirait que c'est une élection qui est peu connue et donc du coup c'est vrai que les institutions ou les entreprises ne s'engagent pas forcément ou n'ont pas manifesté d'intérêt. Donc pour l'instant. Il nous reste encore un mois avant l'élection. Oui, mais on dirait que les frais sont à avancer à faire maintenant. Aude doit effectivement, l'élection c'est le 10 février, donc elle devra partir début février pour se rendre à Toulouse et être effectivement en off avec l'équipe des autres Miss. Donc on dirait que c'est pas là où fait on comme été. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'elle avance effectivement les frais. Maintenant, on lance un appel aux entreprises, certainement. Vous allez être sollicités. Juste avant de partir en France métropolitaine, ton programme, ça va être quoi? Du sport, il faudra entretenir, la culture générale. Il y aura... Voilà, c'est exactement ça. L'élection au niveau de Toulouse va se baser sur quels sont les critères? Je pense qu'on va nous poser quelques questions sur la culture G, comme toutes les Miss France. Il y aura aussi la prestance, comment se tenir, comment on discute, comment ça se passe avec les autres candidates, comment on se débrouille toute seule au niveau du maquillage. C'est un peu du basique. Pour moi, c'est du basique. Pensez à voter. Et pour le moment, vous vous sentez bien? Vous le sentez bien? Vous vous sentez comment? Je suis confiante. Je reste très confiante même. Très confiante. Il n'y a aucune difficulté pour vous dans cette élection? On peut dire que Aude va revenir avec ce titre? Oui, c'est possible, puisque justement, j'ai déjà quand même eu, je ne vais pas dire pas mal d'expérience, mais j'ai quand même eu l'expérience de l'élection de Miss Guadeloupe. Ensuite, je suis partie au niveau international. Donc là, c'est quand même niveau national. Donc je sais quand même à quoi m'attendre et qu'est-ce qu'ils attendent d'une Miss. Qu'est-ce qu'ils attendent d'une Miss? Est-ce que vous lancez un appel pour les jeunes filles qui souhaitent se lancer à cette élection de Miss Élégance qui est très peu connue? Si, justement, donc là, je suis la toute première Miss Élégance Antilles. Donc l'année prochaine, il y aura une deuxième édition. Donc toutes les filles qui veulent se démarquer, je les invite à s'inscrire le plus rapidement possible. Et je serai là pour les aider de toutes les manières, il n'y a pas de souci. Et l'inscription se fait où exactement? À ce moment-là, en fait, il faut contacter directement le comité Miss Élégance Antilles sur la page Facebook. Béatrice Périot, d'ici là, la ville de Terre-de-Haut sera derrière Aude et puis l'ensemble des préparatifs? Complètement. On est avec elle de toutes les façons depuis le début de l'aventure jusqu'à Miss Élégance Antilles et puis on continue de la suivre bien sûr dans la mesure de nos moyens. Ce qui est très important surtout déjà ce sont les votes internet. Donc, oui, justement. Comment ça va se passer? Il faut voter déjà. Depuis le 1er janvier 2018, on peut déjà voter sur le comité... Je pense que Aude connaît mieux l'adresse que moi, puisque moi je n'ai qu'à faire un clic. Donc, c'est sur le comité Miss Élégance France. Et à ce moment-là, il y a la page qui apparaît avec les candidates. Et il faut voter pour les Antilles. Et voter pour Miss Élégance Antilles. D'accord, très vite, juste avant de finir, est-ce que vous avez une dernière chose, un dernier mot à nous dire? Je tenais surtout à remercier tous mes partenaires qui me soutiennent, qui m'ont soutenue jusqu'à présent. Et surtout, un grand merci à l'Office du tourisme de Terre-de-Haut. Merci d'être venu dans ce ZCL. On va partir avec vous. Oui, Jean, nous retournons à l'actualité. Et si vous êtes un passionné des pitacoques, eh bien vous serez ravis car nous partons maintenant pour la commune de Capesterre-Belle-Eau où a débuté hier la saison de combat des coqs, un événement qui a lieu chaque année de janvier à juillet. À cet effet, nous nous sommes rendus sur les lieux. Écoutons Daniel Ramaille et Georges Nandan au micro de Michel Héraclite. Aujourd'hui, là, c'est pour expliquer que nous sommes gérants à Capesterre-Belle-Eau. Alors pointer à nos saisons que le dimanche 7 janvier, que c'est l'ouverture à Galodrome là, et c'est l'ouverture à la saison pour nous aussi, que saison là qui est de janvier jusqu'à juillet. Alors moi, j'ai invité la population à joindre nous, à venir porter concours et à venir voir qu'il y a un combat de coq, puisque à présent que les pits ont diminué, nous avons 24 pits les années 80 et puis à présent nous avons à 7 ou 8 pits
Alors ça a descendu en grande vitesse B. Alors je vais inviter toute la population de la Guadeloupe de joindre nous à Capesterre Bello pour nous faire voir qu'il y a un combat de coq et qu'il y a un combat de coq qui a déroulé. Alors nous proposons 3 systèmes de combat qui sont combat les ponts acier, combat les ponts naturel et combat les ponts naturel époné. La saison s'ouvre de janvier à juillet. Pourquoi de janvier à juillet? On a une période bien déterminée pour respecter la période des plumes des coqs de combat. Comme ce coq-là, il sera taillé et préparé à la médine guada avec du citron, etc. Donc, on leur laisser le temps pour pouvoir refaire ses plumes. Nous tenons à faire cette pérennité, cette tradition qui est en voie de disparition. Nous souhaiterions que le public y adhère, nous donne un coup de pouce pour pouvoir tenir la manifestation Région Basse-Terre. Ici, c'est le dernier établissement restant Région Basse-Terre et nous voulons les jeunes, surtout, venir voir pour qu'on puisse continuer. Parce qu'il faut que nous tenions la tradition que nous ont laissé nos aînés, qui est avant tout notre richesse, notre folklore guadeloupéen traditionnel. Et puis si vous êtes sur Paris, sachez que du 2 au 4 février se tiendra la 3e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Un événement qui, comme je vous le disais en titre, aura lieu à Porte de Versailles. Il s'agit de valoriser le savoir-faire et le talent des régions d'Outre-mer dans le domaine culinaire. C'est donc à l'Hôtel de Ville de Paris que Babette de Roussière, fondatrice du Salon, a présenté les moments forts de cette édition 2018. Mon cœur, je ne peux pas faire autrement. Quand je vois comment je me suis battue pour monter ce salon, ça n'a pas été simple. Je n'ai pas été beaucoup soutenue, donc il a fallu, et c'est un gros morceau. Maintenant, j'ai déplacé le salon qui est à la porte de la Villette. C'est maintenant à la porte de Versailles. C'est quand même, on est dans la cour des grands. Donc il faut savoir aussi prendre conscience que les Outre-mer existent et que je les impose à Paris. Il fallait avoir du cran pour avoir cette idée. Je ne suis pas du métier d'organisateur de salon, mais je me suis dit, je vais tenter le coup avec mon image, avec ma réputation, parce que les gens qui m'entourent m'apprécient beaucoup, donc je vais essayer de voir si on ne peut pas mettre en place un salon pour mieux faire connaître nos qualités, nos produits, nos talents. Et le premier salon a eu un vif succès, ce qui m'a encouragé. Et maintenant, sous le salon de la gastronomie des Outre-mer, on retrouve tout ce qui se mange, tout ce qui se boit dans les Outre-mer réunis. C'est un lien que j'ai créé avec l'ensemble des Outre-marins. Et maintenant, ils sont très contents d'être à mon salon. Et j'en suis très fière parce que ce salon, c'est le leur. C'est grâce à eux, les exposants qui m'ont fait confiance, les partenaires qui me suivent, qui fait que je suis arrivée jusque-là. Et le salon va se développer à l'international. Du 2 au 4 février, quoi de neuf pour cette édition 2018? La nouveauté, c'est le prix de l'innovation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents parmi les producteurs, les restaurateurs, les personnes qui font de la gastronomie. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de produits, on a passé ça dans le comité de sélection et il y aura un prix du meilleur produit pour pouvoir donner justement la possibilité à ces personnes qui travaillent tellement dans l'ombre d'être dans la lumière et d'avoir leurs produits dans les rayons de Carrefour, dans l'agroalimentaire et pourquoi pas l'international. L'année dernière, il y en a 3 qui ont été sélectionnés et c'est vendu dans le monde entier maintenant. Alors, il y a un territoire invité d'honneur cette année, la Polynésie française. Oui, la Polynésie, parce qu'ils sont trop cachés. Je leur ai dit cette année, vous allez trop cachés? Ils sont trop cachés. Ils ne voient pas assez. Ici, on ne les voit pas. Et j'ai envie de les mettre en lumière, comme je mets en lumière tous les ultramarins. Et la Polynésie, ils ont des choses formidables, ils ont des produits exceptionnels. Son président est formidable, M. Frisch et Caroline Tang aussi. Et ce sont des gens qui m'ont dit oui tout de suite et ils jouent le jeu avec moi. Ils ont un pavillon de 150 mètres carrés et on connaîtra tout ce qui se passe au niveau de la culture polynésienne. Et voilà, il est 12h51. Nous vous souhaitons un bon appétit pour ceux qui sont à table. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve après la pub. Du ZCL avec notre deuxième invité du jour est présente, Anaïs Verpont. Juste avant de passer à l'invité du jour, un rappel des titres qui est ici sur Babel. Oui, bien sûr, Jean. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture de la saison des combats à coq, dite Pitacoq. À cet effet, nous sommes partis à Capesterre Bello où hier a eu lieu le premier combat de la saison.
Et puis nous avons poursuivi avec une pointe de gourmandise. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à l'Hôtel de Ville à Paris pour la 3e édition du Salon de la gastronomie, un événement qui devrait avoir lieu prochainement. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec une régate. Elle a eu lieu hier à Petit-Bourg. Elle concerne le préservement et le développement de la pratique de la voile traditionnelle afin de valoriser la Saintoise. Tout de suite, passe à l'interview avec Jean. Oui, Keïsia, avec une artiste visuelle qui est présente en plateau, Anaïs Verpan, depuis vendredi jusqu'au 31 janvier, au pavillon de l'Hôtel de Ville de Pointe-à-Pitre va se dérouler une exposition avec pour thème et si l'espace musical était une case. On rappelle l'édition 2016 était Réparation avec un artiste François Piquet. C'est la tradition du conseil départemental de pouvoir valoriser des artistes à travers des œuvres qui existent qu'au musée Salchère ou d'autres musées. Pourquoi, d'où est venue cette idée? C'est après un appel à projet qu'est venue cette idée. Pourquoi ce titre? Et si l'espace musical était une case? Muséal était une case. En fait, c'est parti de deux interrogations. Souvent, on dit pourquoi les Guadeloupéens ne fréquentent pas les musées. Et ok, après cette observation, je suis artiste, je me suis repositionnée, je me suis dit peut-être le problème c'est nous, ou le problème des concepteurs de musées qui ne sont pas adaptés, mais c'est l'habitude des Guadeloupéens. Donc on a une manière de se mouvoir qui n'est pas celle des Occidentaux et qu'il faut peut-être adapter en fait la manière de montrer, la monstration. Il faut peut-être changer, il faut peut-être la manière dont on touche le public, il faut peut-être changer tout cela. Donc c'est juste une proposition. Ma deuxième interrogation, c'était, oui, on n'a pas de musée guadeloupéen. Et, on a quand même. On en a. Pas adapté. Pas adapté. Mais il n'y a pas de musée guadeloupéen. Il y a un musée Chelcher, un musée ci, musée ça. Mais il n'y a pas de musée guadeloupéen. Et en fait, pour moi, les musées guadeloupéens sont chez les gens, chez les Guadeloupéens. Il y a des collectionneurs, il y a des gens qui sont de fins collectionneurs, d'artistes guadeloupéens, haïtiens de la Caraïbe. Et pour moi, ce sont les premiers collectionneurs et ce sont les premiers musées de la Guadeloupe. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette exposition « Et si l'espace muséal était une case ?» Et plus j'approfondissais cette piste, j'ai vu des corrélations entre le musée et la case. Donc par exemple... On rappelle que la case était l'ancienne habitation ? L'ancienne est toujours l'habitation guadeloupéenne et la première. Et donc l'appellation du conservateur, donc celui qui tient, qui sauvegarde également les objets de mémoire d'un musée, c'est comme une maman créole, une maman guadeloupéenne qui fait attention où chaque élément a sa place, a tout son poids. Chaque photo englobe toute la mémoire d'une famille. La dimension. Toute sa dimension. Comme par exemple, je ne sais pas, un canari, c'est une œuvre d'art. Parce que tout. Même le fait tout, ou le fait tout, c'est une œuvre d'art parce qu'on fait attention à ce que ça soit bien astiqué et qu'elle sorte pour les grands événements. Donc j'ai conjugué toute la poésie en fait de la case et la poésie des objets du musée Chelcher. Nous rappelons que vous êtes une artiste plasticienne. Vous exercez depuis quand? Bonne question. Alors, je vais plutôt dire, j'accepte et j'assume d'être artiste depuis 2010. 2010, ma première exposition personnelle à Sainte-Rose, qui s'intitulait Bigidi Placata. Donc c'est vrai, j'ai eu tout un cursus, on va dire, traditionnel, L-Art, option art plastique, une école d'art en Martinique. Mais le fait d'assumer cette appellation artiste n'était pas encore ça. Et pourquoi pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas avant? Parce que c'est un fort mot, c'est une mission pour moi et on ne peut pas se cacher derrière cela. Et voilà, c'est un métier de véracité et voilà, il me fallait cette maturité pour assumer cela. Juste avant de revenir sur l'exposition que vous allez tenir jusqu'au 31 janvier, vous avez quand même eu des représentations à l'international, en Europe, en Belgique, voire au Japon?
Oh, mes chevilles gonflent, mais oui, je me rends pas compte de cela parce que je vois demain, je vois encore un tas de choses à faire et que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas encore Anaïs Verspan. Donc voilà. On dit nul n'est prophète dans son pays. Mais cela ne saurait tarder. Oui, non, mais c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il faut que je crée, il faut que je crée des expositions et tout est à faire. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Les Guadeloupéens, ils sont friands de ces expositions. Oui. Quel type de public? Alors, c'est tout type de public. Je suis ce genre d'artiste où j'aime avoir tout type de public parce que je grandis en fait grâce à ce public varié. Bon, c'est vrai que on va trouver les mêmes personnes pour les vernissages, qui fréquentent en fait, qui ont déjà les codifications. Donc des fois, il n'y a même plus d'échange en fait, tellement c'est très codifié, on se dit plus vraiment les choses, il n'y a plus vraiment de critique. Donc, des fois, il y a peu de retour envers l'artiste. Alors que le tout public, comme par exemple le jeune public, les scolaires, comme par exemple des gens qui ne connaissent rien et qui souvent me disent « Oui, mais je ne connais rien, pourquoi je vais venir là ?» Je dis « Mais non !» Grâce à toi, je vais grandir. Il y a des choses que tu vois et quand j'ai conçu cette œuvre, je n'avais aucune conception de ça. Donc, je grandis, je vois autrement mes œuvres et surtout, les œuvres ne m'appartiennent plus. Elles appartiennent à l'histoire de chacun. Chacun s'approprie mon œuvre d'art. Et c'est ça qui est génial. Mes œuvres, elles continuent à vivre sans moi. Elles continuent à vivre. Depuis vendredi, vous avez eu un afflux? Oui. Alors, vendredi soir, c'était le vernissage. Et l'exposition a commencé, on va dire réellement samedi, pour le tout public. Et de bons échanges. Et de Je ces pense échanges, ça qu'on a nourrit... eu plus de 70 visites samedi, jusqu'à 1h, donc quand même de bonnes visites. Oui, et de ces échanges, ça nourrit vos travaux? Ah oui, totalement, parce que les gens, ils ont besoin... En fait, c'est cela. Et si l'espace muséal était une case, il y a une approche qui est pédagogique. Et on ne peut pas installer les œuvres et puis voilà, on laisse les gens. Certes, il faut que les gens s'approprient les choses, il faut qu'ils rêvent, mais il est bien également d'avoir l'artiste pour donner des pistes. Et puis, je dis souvent, cette exposition, c'est une proposition. Après... On est là pour échanger, pour être en conflit aussi, parce que c'est ça aussi, mais avancer et grandir. Les gens prennent et font ce qu'ils veulent, et c'est ça. Mais comment vous est venue l'envie, en fait, de créer des œuvres d'art, de devenir plasticienne? Bonne question, mais ça va être logique, c'est viscéral. C'est comme pour vous, la passion du journalisme, c'est d'une évidence et on ne peut pas se faire, il faut qu'on arrête de se faire du mal et accepter et sauter. Et voilà, c'est d'une logique que faut y aller. Vous l'avez dans les veines. Ouais, plus que dans les veines. Oh, ça se sent. Ouais. Ça se sent. Alors, cette exposition a commencé vendredi. À ceux qui n'ont pas été, qu'est-ce que vous pouvez dire pour aller voir cette œuvre? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ça, c'est une question piège. Donc, en fait, cette exposition... Elle dure jusqu'au 31 janvier au pavillon de la ville, du mardi au samedi, le samedi jusqu'à 1h. C'est une exposition, pour ceux qui me connaissent, c'est une évolution d'Anaïs Verspan. On me connaît généralement dans la peinture. Et là, je peins mais avec de la photo. Généralement, je me cache derrière mes œuvres et pour cette exposition, j'incarne un personnage. Parce que c'est cela aussi, j'incarne une poupée en feuille de banane. Parce que pour moi, il me fallait avoir de la distance pour proposer ce thème. Il ne fallait pas qu'Anaïs Verspan raconte et propose ça. Et je me suis dit, qui est-ce qui peut étayer en fait et mettre en image ce propos? Et je me suis dit, qui est-ce qui a pu voir l'évolution des Guadeloupéens, l'évolution de la case, l'évolution de l'habitation de la Guadeloupe? Et bien sûr, ça m'est arrivé comme ça, voilà, d'une évidence également. C'est la poupée en feuille de banane.
hyper, bon, pour certains kitsch, mais qui n'a pas changé de place, où mamie disait popote là ça, pas popotao, ok, pas touché, et la poupée n'a jamais changé de place. J'ai peut-être une trentaine d'années, la poupée est toujours là et elle me regarde à la même place. Donc je me suis dit, bien sûr, elle a dû voir un tas de choses, elle connaît un tas de secrets, il y a tous les non-dits de la case, donc elle sait tout. Elle nous a vu grandir. Donc ça va être elle qui va évoluer, ça va être elle qui va être le premier personnage. Donc j'incarne un personnage. Donc c'est vraiment une performance, on va dire, cette expo, parce que je me mets en avant, je me mets en danger. C'est ouvert à tout public. Tout public, c'est gratuit. On a dit, c'est gratuit. Et la finalité que vous recherchez chez le public, vous voulez attirer quoi? Quelle attention chez le public? En fait, l'attention, c'est pas vraiment l'attention, c'est une émotion, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit, on va dire, positive ou ça rappelle des souvenirs, des pleurs, parce que ça chouboule également les intérieurs. Ben voilà, c'est une émotion, c'est la première émotion et s'entendre, quoi. Entendre son âme, entendre son cœur. C'est comme, je sais pas, on rentre dans une cathédrale et on n'est pas croyant, mais il y a un sentiment fort qui nous habite. Et c'est juste ça. Et c'est là où on voit que ce n'est pas qu'un morceau de papier, ce n'est pas qu'un morceau de tissu, c'est de l'émotion qu'on véhicule. Donc, et de voilà. l'émotion. Alors, vous avez combien de temps pour faire cette exposition, pour mettre en place Donc, c'est la deuxième exposition. La première exposition, c'était au Centre d'art contemporain de Saint-Claude. On va dire que c'est vraiment une deuxième exposition. L'installation est totalement différente. C'est vraiment une deuxième expo et c'est vrai que c'est au pavillon de la ville qui est quand même une habitation qui a été rénovée, donc c'est une autre approche, c'est vraiment une autre approche de l'exposition. Le lieu coïncide aussi avec l'exposition, c'est important. Obligatoirement, on peut pas poser une œuvre et voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une approche de l'espace qui est totalement différente et chaque exposition épouse mon... Enfin, c'est différent et c'est très important. Il faut que je raconte une histoire et donc il faut venir voir. Je ne peux pas raconter plus que ça parce que je serai à côté des choses et il faut vraiment que les gens viennent par curiosité et ils verront. Dernière question, entre le peintre, l'artiste visuel que vous êtes, il y a un grand fossé ou... Non, je suis la même personne. Les proches sauront. Et puis, bon, c'est bien s'il y a le côté mystérieux. C'est ça aussi, là. On rappelle, c'est une exposition qui a commencé vendredi et qui prendra fin le 31 janvier. Et elle est gratuite du lundi au samedi. Oui, tout à fait, le samedi jusqu'à 1h. Et tous les jours, de 9h jusqu'à 17h, je serai là. J'animerai des ateliers pour les publics scolaires. Et voilà, je serai là. Merci Anaïs. C'est moi qui vous remercie. Au ZCL. On rappelle les titres avec vous, Kessia Zurel. On va continuer avec un sujet. Cécile Jean-Louis Bogueau, dite Monde de Rivelle, aurait eu 100 ans ce dimanche 7 janvier si elle n'était pas décédée le 27 mars 2014 à l'âge de 96 ans. Afin de commémorer le centenaire de la naissance de cette femme orchestre d'origine guadeloupéenne, un groupe de travail initié par la chanteuse Winnie Kaona, qui, vous le savez, présente sur notre chaîne l'émission Mouna Begin, elle a concocté une série de rendez-vous à cette occasion. Le premier a eu lieu hier au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre. Voyons les images. M'attendre à ce succès, pour moi, ce n'est que la consécration de 23 ans que j'ai consacré à la Begin, mais pas que. Parce que porter le flambeau de chansons de Monde de Rivelle, cette grande ambassadrice que vous avez pu découvrir ce soir, parce qu'elle n'est pas qu'une ambassadrice de la Begin, elle est au-delà de ça. Vous avez vu à travers tous les reportages, tous les films, qui est cette grande dame. Et moi, quand elle m'a délégué, comme vous l'avez vu, ce flambeau de chansons sur la scène du Centre des Arts, moi-même, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais le plus dur, ça a été pendant toutes ces années où, j'avoue, je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. J'ai souffert de l'indifférence des uns et des autres.
Et j'avais ça à porter jusque-là. Et il s'avère que son centenaire a été pour moi comme une bénédiction, comme une espèce de... Je n'arrive pas à trouver les mots, mais il était temps que je me décharge de ce lourd fardeau et que je le transmette maintenant aux générations futures. C'est une grande émotion parce que ce soir, Winnie Carona a honoré une grande dame, Madame Cécile Jean-Louis Badjo, dite Monde de Rivelle, dont le père était guadeloupéen. La maison est à Sainte-Anne. D'ailleurs, son père est mort ici, c'était un magistrat en Guadeloupe. On l'a précisé d'ailleurs chez son ami qui était maire de Saint-Claude, Rémi Nessouta. Il est enterré au cimetière de la ville de Sainte-Anne. Et je crois que cet hommage rendu à cette femme qui, à travers le monde, a défendu la musique créole, a défendu l'identité créole, a défendu la biguine. Aujourd'hui aussi, on peut rendre hommage à Winnie Carona d'avoir mis en exergue lors de ce centenaire d'anniversaire. Ça fait 100 ans effectivement que Monde de Rivelle est né. Et donc c'est une grande émotion d'ailleurs. On a beaucoup appris sur sa vie et nous avons encore beaucoup à apprendre. Beaucoup de gens ne connaissaient pas réellement qui était Monde de Rivelle. D'ailleurs, nous l'avons honoré à l'époque, j'étais jeune directeur de cabinet en 1996. On a honoré de la ville, on lui a donné honoré de la ville, la médaille de la ville de Sainte-Anne, évidemment. Et donc, nous allons continuer. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel à l'ensemble des institutions, mais évidemment aussi aux partenaires privés. Nous sommes dans un monde économique qui est difficile. Et je pense que c'est un projet que nous devons tous accompagner, quel que soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, que nous devons tous accompagner. Et comme je vous le disais en titre, afin de préserver et de développer la pratique de la voile traditionnelle et surtout de valoriser la Saintoise, emblème de notre patrimoine maritime, patrons et équipiers de canots, constructeurs et autres passionnés se sont réunis pour créer l'association de classe des canots saintois de voile traditionnelle de Guadeloupe. Voyons les images. Depuis le 1er mai de 2017, en fait, les patrons de canots ont décidé de créer une classe de voile traditionnelle. Alors j'espère que la population maintenant va se rendre compte que c'est un réel challenge pour la Guadeloupe parce que créer une classe, on a la classe 40, on a la classe IMOCA. Aujourd'hui, maintenant, il existe la classe de canot saintois de voile traditionnel de Guadeloupe. Et franchement, ça sera, je pense, demain une vraie fierté pour la Guadeloupe d'avoir une classe de ce niveau en Guadeloupe. Créer le premier challenge le 7 janvier, sachant que les licences doivent être renouvelés à partir du 1er janvier de l'année. Il y avait les fêtes, donc c'est normal qu'aujourd'hui il y a quand même une quinzaine de canots, donc c'est une vraie fierté. Comme on dit, c'est un challenge et ça a été un challenge au niveau de l'organisation. Donc déjà, meilleurs vœux à la population, meilleurs vœux aux pratiquants de canots et je voulais dire aussi un grand chapeau à la mairie de Petit-Bourg parce que je peux vous dire que la semaine dernière, on est venu voir le site et la plage de Viard était dans un état de sinistre, puisque avec les cyclones, ils ont eu beaucoup de boulot à faire. Quand on regarde l'état de la plage aujourd'hui, l'accès, ils ont remis l'électricité, ils ont fait vraiment un super effort, donc vraiment un gros chapeau à la mairie de Petit-Bourg. Et moi qui suis représentant de la marque Kia Motors, on aime relever les nouveaux challenges, donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va les soutenir parce que c'est un super challenge, cette classe de voile traditionnelle. Eh ben, on essaye de repérer les bouées, c'est pas toujours facile, donc on essaye de repérer par rapport à la carte, les îlets, tout ça, pour voir plus ou moins où elles vont se situer. Puis de toute façon, c'est en avançant sur l'eau qu'on va aller voir, il n'y a pas de secret, donc voilà. Mais on s'y prépare, on va regarder quelle allure on va prendre et on espère que ça va bien se passer pour nous. Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, on y va nous, on est un peu des guerrières, donc on y va et après on fera avec les conditions, on fera peut-être pas d'empannage si on ne le sent pas, voilà. Très bien, on ira. Le but c'est de ne pas couler pour ne pas perdre trop de temps. Super. Et on continue le ZCL avec Jean et Sophie Bourrel. Tout de suite, passe à l'interview. Oui, après Anaïs Verspan, on reçoit Sophie Bourrel qui est présente, actrice et qui va représenter jeudi au MACT à 20h une présentation et vendredi pour les scolaires à 9h30 une pièce d'Édouard Glissant, Les Indes. Alors, avant de venir sur le vif du sujet, qui est Sophie Bourrel? Sophie Bourrel est actrice depuis une trentaine d'années à peu près. Au théâtre, à la télé, beaucoup de lecture publique, une grande passion pour la poésie
et à la radio aussi. Voilà, je vis à Paris, mais je suis originaire du nord de la France. Et j'ai fait plusieurs écoles et beaucoup de stages, beaucoup de rencontres, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette représentation des Indes? Vous avez une rencontre particulière avec Édouard Glissant? Oui, c'est en 1997 que ça a commencé. J'ai été invitée à l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Carthage pour faire une lecture sur la mer, MER, dans la poésie française. Et dans la liste qu'on m'a proposée de poèmes, il y avait le premier chant des Indes qui concerne l'appel, le voyage de Christophe Colomb à la recherche des Indes. Et j'ai aimé ce texte et j'ai continué à le travailler pour moi-même ensuite. Et puis un jour, j'ai vu qu'Édouard Glissant était à Paris et je suis allée à sa rencontre. Et puis il m'a invitée à travailler avec lui. Et cette rencontre a été le moment du déclic En fait, j'avais ressenti ce déclic et c'est parce que j'avais ressenti ce déclic que j'ai eu le courage d'aller à la rencontre d'Édouard Glissant et de lui parler. Et en fait, il m'a accueillie d'une façon tellement, pas seulement positive, mais aussi encourageante, protectrice et complice. On a commencé à travailler ensemble. On travaillait pendant 2 ou 3 séances et puis on passait d'un chant à l'autre et il m'a emmenée à Carthage justement où il y avait un colloque qui était organisé sur son œuvre et là j'ai rencontré plein de poètes, plein de chercheurs, plein d'universitaires qui étaient passionnés par Édouard Glissant et ça m'a fait une nouvelle famille et ça m'a lancé vers plein d'autres horizons, voilà. Et de ces auteurs, pourquoi le choix d'Édouard Glissant? On rappelle que c'est un auteur martiniquais, il a été primé à de nombreuses reprises. Oui, parce qu'il est immense, il est incontournable. Pour moi, Édouard Glissant, c'est la proue du navire de la pensée, c'est la proue du navire de la poétique. Sa pensée et sa conception du monde. Et je pense que le monde est prêt à comprendre maintenant et à entendre maintenant cette parole, en fait. Donc, moi, j'ai été immédiatement happée. J'ai plus été happée que je ne m'en suis emparée. Et vous avez choisi les Indes qui constituent, à n'en pas douter, un socle essentiel même de l'œuvre de Glissant. On rappelle qu'il édifie le mémorial du crime colonial. Ça n'a pas gêné? Gêné? Non. Ça m'a paru essentiel. Bon, d'abord, il n'y avait pas seulement il y avait aussi l'écriture. C'était une rencontre avec une écriture tout à fait particulière, une écriture antillaise, une écriture baroque que je ne connaissais pas et que finalement, quand on aime la poésie, on découvre cette langue, on découvre ces mots et ils sont essentiels dans le sens où le fait de les énoncer crée, est créatif. Et donc je pense que ce qui m'a frappée dans cette langue, en fait, c'est qu'en la prononçant, je rendais le spectateur et l'auditeur créateur lui-même et je lui donnais la possibilité d'accéder à son imaginaire. Et c'est cette puissance de l'imaginaire que je n'avais jamais rencontrée ailleurs. Et vous avez fait plusieurs représentations dans la Caraïbe, en Martinique, en Haïti, en République dominicaine. À quoi doit s'attendre jeudi soir au Mémorial Lac pour la représentation? Alors, ce que j'ai fait jusqu'à présent aux Antilles, c'était une lecture. C'est-à-dire qu'Édouard Glissant a fait en sorte que l'Institut français m'envoie à Cuba, Saint-Domingue, Haïti, puis je suis allée en Martinique, mais c'était encore au stade de la lecture. Et en fait, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est que petit à petit, le théâtre s'empare de ce texte. Et c'est drôle parce que j'ai eu... un des amis d'Édouard Glissant m'a donné l'édition première, l'édition Falaise. Et j'ai découvert qu'en fait, Édouard Glissant avait dédié ce texte à un acteur, Pierre Rénal, sans doute un de ses amis. Et donc, ça m'a fait une drôle d'impression parce que ça m'a donné la sensation que mon intuition était juste et qu'en fait, ce texte était dédié au théâtre. Et petit à petit, c'est le théâtre qui s'empare de la poésie, c'est le théâtre qui s'empare de la chose. Donc je pense que les gens qui vont assister jeudi soir à 20h à la représentation au MACT vont être sollicités
dans une expérience tout à fait particulière. C'est une expérience qui sera à la frange de la performance, de la poésie et du théâtre et de la musique. Ça va être un mélange de tous genres? C'est une expérience vraiment à laquelle ils vont être conviés. Et il faut vous dire en fait que dans ce texte, je suis accompagnée d'un musicien qui s'appelle Karim Touré. Oui. Et pourquoi ce choix de Karim Touré? Voilà, il est compositeur et il a composé une partition pour ce travail qui est tout à fait non seulement respectueuse de l'œuvre d'Édouard Glissant, mais aussi extrêmement profonde. Et je pense qu'elle permet à l'auditeur de s'enfoncer dans son imaginaire. En fait, le spectateur est invité à ne pas, solliciter forcément sa compréhension intellectuelle, mais bien plus une confiance en sa sensorialité et en son imaginaire. Quelqu'un qui n'aime pas trop la lecture peut se retrouver dans cette pièce? Absolument. Quelqu'un qui n'aime pas trop la lecture, quelqu'un qui pense qu'Édouard Glissant, c'est quelque chose de complexe. Il suffit qu'il s'assoie dans la salle et qu'il écoute ce qui est dit et ce qui est donné à entendre et qu'il se fasse confiance. En fait, il va faire le voyage. Et c'est vraiment un voyage, parce qu'il y a 6 chants. Le premier chant, donc, c'est Christophe Colomb, le voyage de Christophe Colomb, l'appel. Le deuxième chant, c'est comment ça se passe quand, au Moyen-Âge, on prend la mer et qu'on croit que peut-être la mer, elle se termine par un trou béant. Ensuite, c'est la conquête, quand on arrive sur une terre où on voit qu'il n'y a pas d'amarre et où on peut penser que cette terre va nous appartenir et où on découvre que l'or et l'argent coulent à flot. Et comment on devient sanguinaire. Ensuite, c'est la traite et le début du racisme et du commerce triangulaire. Ensuite, c'est les héros, ce qui est assez extraordinaire. Enfin, non, le mot est faible, de penser qu'on réussit à se sortir de l'esclavage. Et quel combat il a fallu. Et enfin, le 6e chant, c'est la relation, c'est-à-dire comment le monde est en équilibre sur un non-dit, parce qu'il a fallu plus de 3 siècles pour qu'enfin on parle de cela. Et que, par exemple, c'est depuis 2001, grâce à Christiane Taubira, à la loi de Christiane Taubira, que c'est le crime contre l'humanité qui a été reconnu et qu'il est dans les programmes d'histoire. Donc, ce silence a créé des désastres. Et Édouard Glissant disait que les mémoires des esclaves et des esclavagistes devaient se rencontrer et qu'on avait besoin de se souvenir ensemble. Et en fait, c'est à cela que j'invite les gens, à se souvenir ensemble. Alors Sophie, très rapidement, juste avant de nous quitter, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner un petit extrait, un petit avant-goût? Et justement, moi, j'aimerais bien avoir un petit extrait de La Traite. Ok. Alors, comme je suis un petit peu... Je vais plutôt aller sur mon texte. Donc, ça se passe dans le bateau. Un d'eux, qui profitant d'une mégarde des chiourmes, tourne son âme vers la mer. Il s'engloutit. Un autre, abattardi, dont le corps est sans prairie, sans rivière, sans feu. Un qui meurt dans sa fiente consommée à la fétidité commune. Un ici qui sait sa femme enchaînée près de lui. Il ne la voit, mais il l'entend faiblir. Et un qui sait sa femme nouée au bois là-bas d'un négrier. Il ne la voit, mais il l'entend partir. Un encore dont le gourdin a cassé quelques côtes, mais on punit le marin, peu économe du butin. Et un qu'on mène sur le pont une fois la semaine, que ses jambes ne pourrissent. Un qui ne veut marcher, immobile en sa mort déjà, qu'on fait danser sur la tôle de feu. Et un qui attend l'inanition. Il se refuse à avaler le pain mouillé de salaison, mais on lui offre de ce pain ou du fer rouge sur la flamme, qu'il choisisse. Un, enfin, qui, à la fin, avale sa langue, s'étouffe, immobile dans sa bave rouge. Cela se nomme d'un nom savant dont je ne puis me souvenir, mais dont les fonds marins, depuis ce temps, ont connaissance sans nul doute. Merci Sophie Bourrel, c'est magnifique. Nous sommes ravis de vous avoir reçu aujourd'hui pour le plateau du ZCL. Et voilà, il est 13h27. Nous vous souhaitons encore une fois un bon appétit. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve tout de suite après la pub.
Et c'est avec regret que nous vous annonçons le décès de France Gall, icône de la chanson française des années 60, interprète de nombreux succès écrits pour elle par Serge Gainsbourg puis Michel Berger. Elle est donc morte des suites d'un cancer ce dimanche. Elle était âgée de 70 ans. Écoutons justement un extrait de l'artiste défunte. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre, je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et voilà, c'était Si Maman Si de France Gall, quelle magnifique chanson. On continue avec l'actualité et on fait un retour sur les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture de la saison des combats de coq dit Pitacoq. À cet effet, nous sommes partis à Capesterre-Belle-Eau où hier a eu lieu le premier combat de la saison. Et nous avons poursuivi avec une pointe de gourmandise. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à l'hôtel de ville de Paris pour parler de la 3e édition du Salon de la gastronomie, un événement qui devrait avoir lieu prochainement. Et nous avons terminé le journal d'aujourd'hui avec une ragate. Elle avait eu lieu hier à Petit-Bourg. Elle concernait le préservement et le développement de la pratique de la voile traditionnelle afin de valoriser la Saintoise. Et voilà, c'est tout pour nous. Le ZCL, c'est fini. Il est 13h37. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, il n'y avait pas de Danick, pas de Zandronis, mais Jean Dorsin. Jean, je te laisse faire un petit coucou à la caméra puisque toute la semaine et durant 2 semaines d'ailleurs, nous serons avec Jean pour le ZCL. Oui, on sera ensemble pendant 2 semaines pour ce ZCL avec demain avec des invités qui seront présents, qui seront à l'heure et puis avec bien sûr des rendez-vous à ne pas rater, notamment rappelle les événements à venir. Notamment le rendez-vous au Memorial Act avec Sophie Borel qui a fait un extrait qui est très très passionnant, donc ça va être à 20h et vendredi pour les scolaires à 9h30 et puis une exposition avec Anis Vespan qui a débuté vendredi et qui prendra fin le 31 janvier. Elle est gratuite, c'est au pavillon de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre.
Et voilà, comme je vous le disais, il est 13h38. Vous nous avez écouté, en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL. À demain, Jean. À demain, Keïssa. Bon appétit. Bon appétit.